Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce jeudi 2 octobre. Tout d'abord, vous pourrez suivre le journal de l'information présenté aujourd'hui par Florian Dai. S'en suivra le décryptage de la rédaction dans lequel nous reviendrons sur la proposition américaine d'une production partagée moitié-moitié de puces électroniques avec Taïwan pour une résilience partagée taïwano-américaine, proposition à laquelle Taïwan a adressé une fin de non-recevoir. Ensuite, dans la partie thématique du programme de ce jeudi, vous pourrez suivre l'émission Taïwan en ébullition, dans laquelle je resterai donc au micro, le temps de vous présenter dans l'œil de réalité augmentée des sportifs. C'est une nouvelle technologie d'affichage spéciale pour équiper et optimiser les lunettes des sportives et c'est signé d'une start-up taïwanaise, l'Iprovision. Et en fin de programme sur notre site internet, vous pourrez retrouver l'émission Graines de Business, dans laquelle Valentin Floquet vous parlera des startups, il y en a 13 au total, qui participeront au Demo Day Future in Motion, autour donc d'un accélérateur spécialisé dans l'agroalimentaire. Tout est à découvrir dans le programme complet de ce 2 octobre, qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Florian Dai, et dont voici les principaux titres. Taïwan devient le premier importateur de nafta russe. Inondation à Guangfu, des habitations déblayées à 88%, 2 ans de travaux estimés pour le système de drainage. Subvention de 20 milliards de dollars pour la reconstruction après les inondations à Hualien. La MAC réagit au discours de Xi Jinping qui mentionne très rapidement Taïwan. Taïwan devient le premier importateur de nafta russe. The Guardian a rapporté que Taïwan est devenu le plus gros acheteur de nafta russe selon un rapport publié hier par le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, ou CREA, un groupe de réflexion finlandais en collaboration avec des ONG d'Europe, de Russie et de Taïwan. Depuis février 2022, Taïwan a importé pour 4,9 milliards de dollars américains de nafta russe, soit 20% des exportations du pays. Au cours du premier semestre de cette année, Taïwan a importé pour 1,3 milliard de dollars américains de nafta russe, soit 44% de plus qu'à la même période l'an dernier. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, Taïwan s'est joint aux sanctions internationales contre Moscou, tout en imposant ses contrôles sur les exportations d'équipements de haute technologie, afin d'empêcher leur utilisation à des fins militaires par la Russie. Dans ce contexte, la Société nationale du pétrole (CPC) a suspendu l'importation du nafta russe en 2024, alors que la société privée Formosa Petrochemical a augmenté à 90% son importation de nafta depuis la Russie, contre 9% avant la guerre. Cependant, le nafta, un produit dérivé du pétrole brut qui sert de matière première pour les produits chimiques essentiels à la fabrication de semi-conducteurs et de composants électroniques, n'a pas été inclus dans les restrictions de Taïwan. Ce secteur constitue un pilier de l'économie taïwanaise. John Law, directeur de la politique étrangère au New Eurasian Strategy Center, a fait remarquer que cela semble être une décision opportuniste de la part de l'industrie pétrochimique taïwanaise. Hier, peu après la publication du rapport, certains députés taïwanais, des représentants du CREA et des ONG ont tenu une conférence de presse appelant Taïwan à cesser d'être complice de la guerre. De son côté, Formosa Petrochemical a déclaré qu'elle respectait toutes les réglementations existantes pour ses importations. Inondation à Guangfu, les habitations déblayées à 88%, 2 ans de travaux estimés pour le système de drainage. Le débordement du lac de Fata'an à Hualien a ravagé la commune de Guangfu. On dénombre à ce jour 18 morts, 151 blessés et 6 personnes toujours portées disparues. Le directeur du Centre de coordination des secours, Ji Liancheng, a déclaré ce matin que 88% des maisons touchées sont nettoyées. À ce jour, le lac de barrage contient 5,8 millions de mètres cubes d'eau, soit seulement 6,4% du niveau d'avant le débordement, mais l'alerte rouge est toujours maintenue. Ji Liancheng a présenté 3 critères qui devront être évalués avant de pouvoir lever l'alerte rouge sur le lac de la rivière Fata'an. Le risque lié au volume des débordements, l'état des travaux de renforcement des digues et l'état de dragage du lit de la rivière. Le centre de coordination des secours reste en place tant que l'alerte n'est pas levée et tant que les travaux de remise en état de la commune et des infrastructures ne sont pas achevés. Il a précisé
Pour clarifier ce que signifie terminer la remise en état, j'ai publié ce matin des directives stipulant que 3 signatures doivent être obtenues pour que la remise en état soit considérée comme achevée. Premièrement, le chef du village doit signer confirmant que le village ne présente aucun problème. Deuxièmement, le chef de la commune doit signer pour confirmer que l'ensemble de la commune ne présente aucun problème. Troisièmement, le gouvernement du comté doit signer. Une fois ces 3 signatures reçues, nous conclurons les opérations de secours et de rétablissement après la catastrophe pour un village. Sinon, nous continuerons jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Le taux de déblaiement des routes est d'environ 30%. Pour les habitations, ce taux atteint 88%. Cependant, le système de drainage urbain est fortement obstrué et les travaux de remise en état pourraient prendre des années, exposant les habitants à des risques élevés pendant une longue période. Bien que le gouvernement ait l'intention de construire des logements sociaux ou des hébergements temporaires, certains craignent une répétition des scénarios de catastrophes passées, comme lors du séisme du 21 septembre 1999 ou du typhon Morakot en 2009, où les habitants ont été déplacés de force sans que leur mode de vie et leur culture autochtone ne soient respectés. Subvention de 20 milliards de dollars taïwanais pour la reconstruction après les inondations à Hualien. Suite aux inondations de Guangfu dues au débordement du lac de Fata'an à Hualien, le gouvernement a proposé des amendements à la loi spéciale sur le typhon Danas ainsi que des allocations budgétaires spéciales supplémentaires d'un montant total de 20 milliards de dollars taïwanais, soit environ 560 millions d'euros, pour couvrir les coûts de la reconstruction. Les agences du gouvernement central ont formulé 25 mesures de secours. Le Premier ministre Zhou Rongtai a donné pour instruction que tous les fonds de secours soient versés rapidement afin de répondre aux besoins urgents des résidents touchés. Ces mesures comprennent des indemnités d'1 million de dollars taïwanais pour les familles victimes des décédés, de 250 000 dollars taïwanais pour les personnes gravement blessées et pour la recherche des personnes disparues. Une aide de 100 000 dollars par foyer sera versée, ainsi qu'une aide de 50 000 dollars pour le déblaiement des débris. Les familles touchées sont entièrement exemptées de factures d'eau et d'électricité les mois de septembre et octobre. Le plan prévoit également des aides au logement, des hébergements temporaires, des aides à l'agriculture, des aides aux entreprises ou encore dans le domaine médical. La MAC réagit au discours de Xi Jinping qui mentionne très rapidement Taïwan. Lors de la fête nationale chinoise le 1er octobre, le dirigeant chinois Xi Jinping a prononcé un discours dans lequel il a déclaré au sujet de Taïwan: « Nous devons approfondir les échanges et la coopération entre les deux rives du détroit, nous opposer résolument aux activités séparatistes indépendantistes de Taïwan et à l'ingérence extérieure, et défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. » Le directeur de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Chiu Choi-cheng, a déclaré aujourd'hui dans une interview que ses remarques concernant Taïwan cette année ne comptaient que 44 caractères contre 197 l'an dernier, ou au moins une centaine de caractères ces dernières années. C'est ainsi le nombre de mots le plus faible des 5 dernières années. Il est intéressant de noter que Xi Jinping n'a pas non plus évoqué la réunification dans ce discours. Chiu Choi-cheng a analysé que le plan quinquennal est la priorité politique actuellement, suggérant que Taïwan n'est peut-être pas une question de premier plan nécessitant une attention immédiate. En outre, les négociations en cours sur les questions commerciales et économiques entre les États-Unis et la Chine, ainsi que des facteurs externes, pourraient avoir influencé cette brièveté. Enfin, Chiu Choi-cheng a réaffirmé que la position de Taïwan restait inchangée, maintenir le statu quo dans le détroit de Taïwan et défendre résolument la souveraineté nationale et les libertés démocratiques. Les pratiques de Giant jugées légales par le ministère du Travail, mais pas pour autant acceptables par les importateurs. La filiale de Giant Manufactory, Giant Machinery, a été ciblée par les douanes et la protection des frontières américaines pour suspicion de pratiques de travail forcé. Le ministère du Travail a déclaré aujourd'hui qu'à la suite d'une inspection, l'entreprise n'était actuellement pas considérée comme enfreignant la loi fondamentale sur le travail et avait pris en charge les frais d'agence intermédiaire pour les travailleurs migrants nouvellement recrutés. Da Zhenwu, directeur exécutif du Centre pour le développement économique de Taïwan à l'Université nationale centrale, a expliqué que la compétitivité des entreprises taïwanaises découle souvent des heures supplémentaires effectuées dans la nuit par les employés. Il a expliqué que cette pratique peut être considérée comme normale à Taïwan, mais ce n'est pas le cas partout. Du point de vue des pays comme les États-Unis et l'Europe, nous sommes peut-être en train de léser ces employés.
Pour eux, faire travailler les employés jusqu'à 1 ou 2 heures du matin constitue une violation des droits de l'homme. Si ces conditions peuvent être considérées comme normales à Taïwan, aux États-Unis ou en Europe, ni les syndicats ni le marché du travail ne les accepteraient. Ta Jeun-woo a également rappelé que les entreprises internationales accordent une grande importance à la manière dont les travailleurs migrants sont traités. Si les pratiques de gestion des employés étaient révélées au grand public, la réputation des entreprises taïwanaises pourrait en pâtir considérablement. La délégation autrichienne rencontre le président du Yuan législatif, Han Kuo-yu, et souligne la nécessité des dépenses de défense. Le président du Yuan législatif, Han Kuo-yu, a rencontré aujourd'hui le président du groupe d'amitié parlementaire Autriche-Taïwan, Werner Hammond, et une délégation multipartite de députés autrichiens. Han Kuo-yu a été accompagné de 3 députés, du KMT, du DPP et du TPP, ainsi que du vice-ministre des Affaires étrangères, Chun Ming-chi. Le président du Yuan législatif a souligné que l'Autriche était le 10e partenaire commercial de Taïwan en Europe, une position qu'il juge relativement faible, et a exprimé son espoir de voir s'intensifier les relations économiques bilatérales, par exemple dans l'industrie des semi-conducteurs et dans des secteurs traditionnels tels que le textile, les vélos et les articles de sport. Werner Hammond a convenu de la nécessité de renforcer les liens commerciaux, culturels et éducatifs, et a annoncé que la réciprocité des permis de conduire pourrait être mise en place d'ici la fin de l'année. Il a ajouté que face au régime autoritaire devenu de plus en plus imprévisible et compte tenu de la proximité de Taïwan avec la République populaire de Chine, il était nécessaire d'augmenter les budgets de défense afin de dissuader toute action hostile. La Qingde présente ses condoléances pour le décès de Jane Goodall. Jane Goodall, primatologue de renommée mondiale, défenseur de l'environnement et messagère de la paix des Nations Unies, est décédée mercredi 1er octobre, à l'âge de 91 ans, a confirmé jeudi la section taïwanaise du Jane Goodall Institute. Surtout connue pour ses travaux novateurs sur les chimpanzés en Tanzanie, elle a consacré la dernière partie de sa vie à la conservation mondiale et à l'éducation environnementale. Le président Lai Ching-te a présenté ses condoléances, qualifiant Jane Goodall de géante de notre époque, mais aussi d'ange bienveillant de la nature. Lai s'est souvenu avoir marché avec elle le long de la rivière Urgen à Tainan lorsqu'il était maire, et l'avoir entendu parler des anges qui protégeaient la rivière. Il a déclaré que son engagement infatigable resterait dans le cœur du peuple taïwanais. La vice-présidente Xiao Bi-kim lui a également rendu hommage, citant l'Évangile selon Jean dans un message publié sur Facebook et saluant le dévouement de toute une vie de Jane Goodall à la recherche sur les primates et au développement durable. Elle a déclaré que la sagesse, le courage et l'amour de la nature de Jane Goodall continueront d'inspirer les générations futures. Jane Goodall s'était rendue pour la dernière fois à Taïwan en juin cette année, encourageant les jeunes à ne pas perdre espoir et rappelant à son auditoire que chacun d'entre nous peut faire la différence chaque jour. Elle s'était rendue pour la première fois sur l'île en 1996, puis avait contribué à la création de la branche taïwanaise de son programme pour la jeunesse, Roots and Shoots, qui a depuis collaboré avec plus de 1000 écoles sur des projets de conservation.